Salut! En attendant la suite des vidéos qui va arriver dans les prochains mois, je te propose de découvrir quelques films que j'ai hâte de voir ou que j'ai déjà vus en salle. Bah oui, la vidéo a mis tellement de temps à se faire que les films ont eu le temps d'arriver en salle. Je te juge? Donc laisse-moi te parler avec enthousiasme de ces quelques films qui t'ont peut-être échappé et qui risquent de passer inaperçus. Mon but, éveiller ta curiosité. Come closer. You look ready. 28 days. Attendez! 6 hours. Can I talk to you for a second? 42 minutes. This has nothing to do with you. 12 seconds. Holy shit! Un point reste important à éclaircir avant de commencer. Quand je dis risque de passer inaperçu, c'est à prendre avec des pincettes. Je me rends bien compte qu'on n'a pas tous la chance ni l'opportunité de voir une grande majorité des films qui nous sont proposés et qui sortent tout au long de l'année, que les distributeurs font tout leur possible pour promouvoir leurs films, que je ne suis qu'un petit con derrière son écran à parler comme s'il avait un large public ou un public tout court à son écoute qui ne fera pas la moindre différence avec sa petite vidéo. J'essaye malgré tout de comprendre le monde avec ses règles absurdes. Ces vidéos sont là pour mieux les cerner et promis, je vais te renseigner sur où est-ce que tu auras la possibilité de découvrir ces films qui n'attendent que toi. Donc distribuer un film, comment ça marche? La distribution, c'est un spectre assez large, mais qui a pour objectif d'optimiser au maximum le parcours d'un film, en lui assurant une rentabilité de recettes qui seront réparties entre l'exploitant, C'est-à-dire la salle de cinéma, quoi. le producteur et le distributeur qui cherche à maintenir le film le plus longtemps en salle. Sa distribution implique souvent sa promotion via des bandes annonces, des affiches collées un peu partout, des avant-premières, des interviews et pour certains films, son visionnage lors de différents festivals qui lui permettra d'avoir déjà sa petite réputation à nous pauvres mortels qui devront attendre un temps parfois indéterminé pour nous faire notre propre avis. Beaucoup de choses donc pour permettre au film d'exister avant sa sortie. Le travail qu'on ne voit pas, c'est sûrement ce métier, fait par des gens qui se battent pour que ces films puissent arriver en salle et qu'ils puissent y rester le plus longtemps possible. Ces gens font partie de ce que l'on appelle des syndicats. Ça regroupe plusieurs distributeurs français de films indépendants réunissant différentes sociétés et entreprises comme Blackout, consacré à l'édition vidéo de cinéma d'auteur, comme Carlotta Film, société française qui a pour but de mettre en valeur le cinéma dit patrimoine, en ressortant en salle des films anciens avec des copies restaurées tout en créant une nouvelle identité visuelle pour chaque film. Ou encore JBK Film, également une société française de distribution dédiée ici aux films d'animation. La DIR, qui signifie Distributeur Indépendant Réunis Européen, est un syndicat professionnel rassemblant une quinzaine de sociétés avec des noms que tu as peut-être déjà vus en début de film qui ont pour but de défendre les intérêts de la distribution indépendante. Et au final, est-ce que ça fonctionne bien? Les films français sont en général bien distribués, mais par rapport aux films américains, ils sont désavantagés, que ce soit en termes de promotion ou en termes de temps d'exposition. Ce qui crée deux catégories de films, les gros films et les plus petits, ce qui a tendance à creuser des écarts entre films français et films américains. Et redresser ces désavantages est important si on ne veut pas voir augmenter les tendances actuelles. Face à l'augmentation des productions et des tendances qui se standardisent, dû en partie à l'affluence de films, une grande partie destinés aux plateformes, et qui forcément ne visent pas la reconquête du public en salle, et face à cette augmentation des moyens de promotion et de publicité, les films français en profitent moins qu'un film venant des États-Unis. Donc le spectateur doit faire un choix pour privilégier sa sortie cinéma après qu'il ait été surchargé d'informations via le genre du film, la bande-annonce vue au cinéma, à la télévision ou sur son téléphone, ou le bouche à oreille. Toutes ces informations qui vont probablement favoriser le visionnage d'un film à grand budget face à un film français indépendant ou film indépendant tout court, il arrive quand même à se battre à armes égales en dépit de ces gros films. Parce que tu comprends, aujourd'hui, Le cinéma, c'est combien de personnes vont venir le voir, et donc combien de litres de coca, combien de popcorn et combien de Haribo. Quelle bêtise! Quelle bêtise! Il est clair que la distribution des films français sont tiraillés, entre les frais et les recettes, mais aujourd'hui des films français ou européens ayant un budget moindre peuvent compter sur ce genre de fédération pour permettre aux films d'être importés, de posséder plusieurs copies et d'avoir une plus grande visibilité, une vie ou une nouvelle vie sur nos écrans de cinéma. Seulement voilà, il faudrait plus d'une vidéo pour mieux en comprendre les rouages. Et ça viendra peut-être un jour. Maintenant, quand tu verras certains de ces logos avant qu'un film ne commence, tu auras compris en partie son parcours. Ça me semble important de te communiquer toutes ces informations, car les films dont je vais te parler sont issus de ce parcours chaotique et qui doivent faire valoir leur place sous les projecteurs. Donc, un film que j'attends et 3 autres que j'ai eu la chance de voir. En numéro 1, The Iron Claw mettra en scène l'ascension et la chute de la famille Von Erich, plus communément appelée un Rise and Fall, déjà bien représenté au cinéma. Cette famille est une dynastie de lutteurs qui a eu un impact énorme sur le sport des années 60 à nos jours. Une famille avec une histoire bien riche, mais tragique. C'est une épopée familiale mise en scène par Timothy Shunderkin, réalisateur, scénariste et producteur canadien, qui a su faire parler de lui en remportant le Dramatic Directing Award lors du Festival du film de Sundance en 2011. Le quatrième film de ce réalisateur aura le plaisir de diriger un casting de qualité. En premier,
Zac Efron, qu'on ne présente plus, jouera le rôle de Kevin Von Erich, la vedette de la famille. En deuxième, l'élégant Jeremy Allen White campera le rôle de Kerry. En 2022, il nous aura délivré une prestation hallucinante dans la merveilleuse série The Bear. Illustre pour avoir incarné le personnage de Lib dans Shameless, je sais qu'il saura se distinguer et qu'il donnera le meilleur de lui-même une nouvelle fois. Se joindra à eux la talentueuse Lily James, pour qui je n'ai pas plus d'infos concernant son rôle. L'an passé, elle m'a étourdi tant je ne l'avais pas reconnue dans le rôle de Pamela Anderson dans la série Pam et Tommy, mais pour moi ce fut une révélation dans l'excellent Baby Driver. The Iron Claw ramène du beau monde à l'écran. Il nous présente également une jolie production, à savoir Tessa Ross et Rose Garnett, déjà productrices de certains films A24. Je m'avance peut-être fortement, mais je sens que le film marquera les esprits. Avant de voir le film, et si vous souhaitez connaître en avance l'histoire de cette famille, Wrestling Bios résume parfaitement qui pouvaient être les membres de cette famille invraisemblables. Lien en description. Tu pourras le découvrir prochainement au cinéma, je l'espère. De plus, c'est un film produit par A24. Quelle chance. En numéro 2, le premier film écrit et réalisé par Jesse Eisenberg, plus connu en tant que comédien dans bon nombre de films. Ici, on a la chance de le voir diriger dans un premier rôle Julianne Moore, qui est de pair avec un acteur et musicien canadien, j'ai nommé Finn Wolfhard. Bien qu'il soit connu pour son rôle de Mac dans Stranger Things, il a su s'opposer à son personnage en jouant dans différentes productions, mais d'autre part en faisant ses débuts en tant que réalisateur en 2020 avec son court-métrage. Ayant eu la chance de l'avoir vu, j'avoue que j'ai dû mettre un tiers du film avant de trouver quelque chose à laquelle je pouvais me raccrocher pour ne pas complètement me détacher de cette histoire. C'est dans le personnage de Ziggy que j'ai trouvé cette chose, une personne qui est dépassée par les conversations politiques et sociales que peuvent avoir ses potes. Il essaye tant bien que mal de s'y intéresser, mais toujours avec maladresse en ramenant constamment les choses à lui. Et là, ça a fait tilt. On ramène sans cesse les choses à nous. J'y ai vu un personnage avec de bonnes intentions se vautrer et réaliser qu'il n'est pas perpétuellement question de soi. Ce film est rempli de ce genre de subtilité, ce qui rend les choses très réalistes. c'est de nouveau un film distribué par A24, on dirait que le hasard fait bien les choses. En numéro 3, Avec ce 7e film, Joanna Hogg, réalisatrice et scénariste britannique, revient une nouvelle fois avec Tilda Swinton, qui a l'art de se métamorphoser dans chacun de ses rôles. Elle fut sa première comédienne pour son premier court-métrage Caprice, nous transportant aisément dans l'univers surréaliste de la mode, du Technicolor au noir et blanc, du strass, des paillettes, du paraître et compagnie au macabre de ce monde surfait. Ici, c'est toute une autre histoire que Joanna Hogg nous dépeint avec son style particulier qu'elle a d'être influencée par des réalisateurs européens et asiatiques avec une mise en scène étendue et des mouvements de caméra minimales. Comme elle le dit si bien, ayant exploré sans cesse le mouvement de la caméra à l'époque de la télévision, j'ai voulu créer un cinéma plus contemplatif. J'aime donner au public le temps d'explorer le cadre et de devenir intime avec lui. Au fil du temps, elle a su adopter une approche singulière d'avoir un casting non professionnel. Mis à part une Tilda Swinton remarquable qui nous offre 2 performances pour le prix d'une, ce film a la particularité d'avoir un casting singulier pour ses seconds rôles. En premier lieu, la méconnue Carly Sophia Davis, qu'on voit le temps d'une réception et de nous montrer son talent pour être désagréable. En second lieu, Joseph Middle, un homme de théâtre qui bien des fois s'est glissé dans des seconds rôles sur le grand écran. C'est produit par ces 2 gars, cofondateurs de la société de production cinématographique et dramatique Element Pictures, ayant des bureaux un peu partout en Angleterre, menant à bien leur mission, de production, de distribution et d'exposition. C'est également produit par Scorsese, et là où Martin Scorsese est producteur, ça suscite de l'intérêt chez moi. c'est encore un film distribué par A24, à croire que je le fais exprès. Et enfin, pour finir, en numéro 4, Comme il l'a dit si bien un jour, pour moi regarder un film, c'est comme aller dans un parc d'attractions. Ma pire peur est de faire un film que les gens ne pensent pas être une bonne aventure. Et je l'attendais impatiemment pour une seule bonne raison. Le retour sur grand écran de Brendan Fraser. Comment vous dire que je ne suis pas déçu? En dépit qu'il occupe le cadre malgré lui, il crève l'écran tant par sa justesse, son interprétation, sa prestation, et il m'a complètement bouleversé. Je sors du film avec un débat en compagnie de différentes intervenantes, psychologues, diététiciennes, médecins, qui ont évoqué les nombreux thèmes que peut aborder le film, comme la dépression, la maladie, le deuil, le traumatisme, ou encore la religion. Il montre un quotidien assez rude sur cette dernière semaine, il affiche la difficulté du regard des autres, des liens brisés par amour, et tout se lit dans le regard de Charlie. L'obésité, c'est toute une souffrance, mais derrière il y a quelqu'un, il y a une personne avec du vécu. Non, le film n'adapte pas une vision péjorative, ce n'est pas une personne qui est présentée comme un monstre, mais bien avant tout une personne ayant une situation qui le handicape. Ce qui prouve que c'est bien la représentation d'une personne avant tout, c'est ce premier plan qui nous présente Charlie dans son intimité la plus totale, ayant comme tout le monde des désirs. Le fait de représenter une personne qui est comme tout le monde permet de mieux le comprendre, et combien même le réalisateur chercherait à exposer l'inverse, ça n'aurait fait qu'accroître mon empathie envers elle.
la représentation ne définit pas la nature d'un être humain. Et ce film, The Whale, est important pour bien comprendre et appréhender les gens qui sont dans cette situation. Les comédiens qui entourent Brendan Fraser sont juste à leur niveau et je n'ai pas besoin ou envie de m'étendre sur eux. En termes techniques, ça manque de plans fixes qui durent, de répliques hors champ. Ça manque de ce dont Aronofsky m'avait habitué, c'est-à-dire de me torturer l'esprit. Malgré tout, ce film me reste en tête par la performance livrée par un grand acteur qui pendant 10 ans avait disparu des radars et me chamboule. Brendan Fraser, on ne t'oubliera plus. C'est de nouveau un film distribué par A24. Bon, A24, qu'est-ce que c'est et à quoi fait référence le logo? Pour faire simple et rapide, A24 est une société indépendante américaine qui s'occupe de produire et de distribuer des films d'auteur. Elle a été fondée au début des années 2010 par ces 3 gars. Avant, Katz était en charge du financement de films du groupe Guggenheim Partners. Venkel était le président et cofondateur de la société Oscilloscope et Hodge s'occupait de la production et du développement de la société Big Pitch Film. Des gars qui avaient déjà un savoir-faire avant de ne faire qu'un pour les bienfaits du cinéma, surtout du cinéma indépendant. À ses débuts, A24 ne s'employait uniquement qu'à distribuer ses films. Ce n'est qu'en 2016 avec Moonlight qu'elle entreprend de les produire. Depuis, A24 n'a cessé de grandir et de proposer de plus en plus de films. Pas des blockbusters, mais des marqueurs de cinéma d'auteur américain contemporain, reconnus aussi bien par la critique que par le public ou les institutions. C'est maintenant un catalogue aussi diversifié par ses réalisateurs et ses réalisatrices que par les genres qu'il présente. Voilà, je suis sûr que dans toutes ces recommandations, tu trouveras ton bonheur. Donc, je t'encourage vivement à te renseigner si par chez toi, les cinémas sont soutenus par des assos ou des cinémathèques qui vont te proposer des découvertes ou des redécouvertes en salle. Et je t'encourage fortement à en parler autour de toi, via les réseaux, le bouche à oreille ou en partageant cette vidéo. Le cinéma indépendant regorge d'une force de proposition incommensurable. Si la vidéo t'a plu, tu connais la chanson, aime, commente, partage, et n'hésite surtout pas à aller au cinéma t'installer devant un film que tu n'irais pas voir en temps normal, car c'est plutôt cool le cinéma. À bientôt. Ah oui, et le logo fait référence à l'autoroute italienne qui relie Rome à Teramo.